La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de transport, on va parler plutôt de grève de transport, on va parler d'un climat quand même social extrêmement difficile. On en parle avec Marie-Ange Debon, qui est la présidente du directoire de Keolis. Bonsoir Marie-Ange Debon. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Puis aussi, tiens, il faut le rappeler, vous êtes présidente de l'UTP, c'est l'Union des transports publics urbains et ferroviaires. Vous avez vu, il y a 2 trains sur 3 seulement pour les fêtes, notamment pour Noël. Je crois que c'est la 14e grève pendant les fêtes. Est-ce que vous trouvez ça normal d'abord, vous ? C'est un sujet évidemment qui appartient à la SNCF. Moi, je peux dire un mot. Il y a la 70% de la SNCF. Hein, oui, en effet, la SNCF et la Caisse des dépôts et placements du Québec. Oui. On a ces 2 actionnaires. Moi, je peux plus facilement vous commenter la situation chez Keolis. On va en parler, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en fin d'année, au début des négociations salariales annuelles pour l'année prochaine. Le secteur est un secteur qui a connu pas mal de difficultés liées notamment à l'énergie et puis secteur qui sort de 2 ans de Covid. Donc c'est des éléments qui expliquent peut-être un peu de tension qu'on trouve chez plusieurs opérateurs. Oui, c'est drôle, c'est au moment où on vous dit prenez le train, prenez plus l'avion, et puis la suite des trains, c'est quand même très difficile d'en prendre un. On va rappeler que Keolis, vous exploitez, c'est la mobilité au sens le plus large du terme, puisque vous êtes dans les réseaux de bus, de métro, de tramway, de cars, de vélos en location, de parking, de navettes maritimes, de funiculaires, de trolleybus. Vous êtes même le numéro 1 de l'exploitation des métros automatiques et des tramways dans le monde. Donc ça veut dire que la mobilité, c'est ce que vous faites. On voit bien que ça soit aussi à la RATP, vous me dire vous n'êtes pas président de la RATP, mais que ça soit dans les bus scolaires, que ça soit, j'imagine aussi chez vous, il y a une énorme pénurie de chauffeurs. Comment vous expliquez ça ? C'est un truc que nous, on a beaucoup de mal à comprendre. Oui, c'est vrai, et étonnamment, parce que Keolis, vous l'avez rappelé, nos métiers, mais notre empreinte géographique, c'est la France à 50% de notre activité, 50% dans un certain nombre d'autres pays, en Europe, États-Unis, Australie. Et ce problème que vous mentionnez, qu'on voit et qu'on vit en France, il est en fait multi-pays. On le trouve de manière très... Il y a la même pénurie de chauffeurs. Exactement. Ailleurs. Vous avez la même pénurie de chauffeurs en Angleterre, en Suède, en Australie, aux États-Unis. Donc c'est un phénomène qui s'explique par plusieurs raisons. Probablement des sorties de Covid qui ont conduit à évidemment une montée de l'absentéisme sur un certain nombre de métiers. Il y a des pyramides d'âge aussi. Pendant 2 ans, on a peu recruté. Et après, les entreprises ont des situations relativement différentes, suivant ou pas leur niveau d'anticipation, leur capacité à attirer aussi des profils. Oui, mais alors c'est quoi la solution La solution, c'est la pyramide d'âge. Ça va être compliqué, ça prendra forcément un petit peu de temps. J'ai envie de dire pourquoi on ne l'a pas anticipé. Quand je dis à vous, c'est un vous collectif. Non, on l'a anticipé. En tout cas, nous, on avait anticipé déjà depuis plus d'1 an de renforcer nos programmes de recrutement. Peut-être aussi, je pense que l'ensemble des professions n'ont pas assez fait connaître ce métier, le métier de la conduite. Ouais. On pense uniquement conduite, mais derrière, il y a beaucoup d'évolutions professionnelles possibles, régulation de la conduite, évolution d'encadrement. Tous les métiers de la conduite et de la maintenance aussi qui n'ont pas assez été mis en valeur. Et là, à la fois nous, Keolis, nous avons lancé des campagnes employeurs. On a commencé il y a déjà 9 mois de cela. Il vous manque combien chez Keolis ? Il vous manque combien de chauffeurs ? Aujourd'hui, on a beaucoup, depuis septembre, on a beaucoup recruté. On aura, par exemple, si vous prenez le réseau de Lyon, qui est un très grand réseau qu'on exploite en France, on a, à novembre, on a recruté d'ores et déjà plus que toute l'année 2019. Donc on est nettement en avance. Et donc vous trouvez oui, des bien sûr, on en trouve. Et alors il faut parfois aussi les former. Donc notamment certains n'ont pas nécessairement le permis qui permet de passer, de conduire les véhicules qu'on leur demande de conduire. Donc on a nous-mêmes nos propres formations. Mais quand on voit, par exemple, toujours sur cet exemple de Lyon, les candidatures, on les a multipliées par 3 entre le début de l'année et septembre. Donc on voit qu'on est en train de résorber pour les endroits où on avait de la tension, on est en train, et moi je suis très confiante sur le fait qu'on va le faire. J'espère qu'on va recruter plus de femmes aussi sur ce poste, sur ces postes de conduite. Mais il y a aussi un gros problème de sécurité, il y a un problème de salaire et un problème de sécurité, non ?
Il y a la perception, encore une fois, aussi liée largement au Covid. Il y a eu de la tension, il y avait le port du masque, il y avait tous ces éléments de tension entre passagers et conducteurs. Donc ça a joué, je pense, sur le métier. C'est des métiers dans l'urbain qui sont rémunérés 30 à 40% au-dessus du SMIC. Il faut le rappeler, c'est assez mal connu. Nos conducteurs débutants sont à 30 000 euros bruts par an pour un SMIC qui est bien en dessous, et puis avec des possibilités d'ancienneté, d'évolution. Donc la rémunération n'est pas le sujet principal qui explique ce sujet de difficulté à... Donc c'est quoi le sujet principal? C'est vraiment la pyramide des âges? Ça c'était la pyramide des âges et le fait qu'on a encore des taux d'absentéisme dans beaucoup d'entreprises qui sont plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2019. Mais encore une fois, le sujet est en train de se En fait, c'est résorber, l'absentéisme qui était un problème. qui est aggravé. Et qui peut expliquer, par exemple, ce qui se passe à la RATP, non? Parce que vous voyez les images, vous n'êtes pas président de la RATP. Je n'y suis pas. Je le précise, bien sûr. Et c'est ça la raison, oui. Je pense que ça en fait partie, mais c'est vraiment une question pour les dirigeants de la RATP. Ça joue, évidemment. Je pense que là, maintenant, avec le côté UTP, on a lancé une nouvelle campagne là, le 1er décembre qui s'appelle « Faites bouger les lignes », qui va être toute l'année pour attirer alors, justement... Oui, on les fait bouger comment, alors? Eh ben justement, ça nous intéresse tous. En cherchant des jeunes, parce que c'était pas un métier forcément où on visait les jeunes, des femmes. Il y a encore beaucoup de stéréotypes sur ce métier qu'on essaye de déconstruire pour montrer. Les bus sont de plus en plus électriques, de plus en plus d'outils digitaux. Donc voilà, c'est plus le bus diesel thermique lourd à manœuvrer d'il y a quelques années. Il y a aussi, non, c'est sûr, bien que j'en ai encore, ça existe encore, hein, je peux vous le dire. Au sein de Keolis, il y a aussi des mouvements de grève importants ou pas? Est-ce que là, comment ça va se passer pour les fêtes? Est-ce qu'il y aura On a toujours, on gère en France plus de 150 réseaux, donc il peut y avoir des moments. On a eu en effet, par exemple, une grève récente à Bordeaux, mais qui vient de se conclure. Nous avons trouvé un accord. Donc, on a eu quelques jours de grève sur le réseau, mais on a trouvé un accord sur les conditions salariales pour l'année prochaine. Donc, ponctuellement, plus combien on aura deux phases d'augmentation, une au 1er janvier, une au 1er juillet, 3,5 et 1,5 qui seront mis en œuvre. Donc on est toujours à la négociation et bien sûr les scénarios et les situations sont relativement différentes suivant les réseaux. Mais pour les week-ends des fêtes, là, pour les vacances? Non, nous on n'anticipe pas spécialement de grève sur nos réseaux. Ce sont des réseaux qui ont des rythmes de vie, des rythmes les territoires sont très différents, donc vous avez des situations qui peuvent être assez différentes. On gère, comme vous le disiez, bus, tram, métro. Donc là aussi, on peut avoir des situations différentes et des organisations syndicales différentes. Puisque vous avez fait la comparaison tout à l'heure avec l'international, vous avez rappelé, Marie-Ange Debon, vous êtes 50-50. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a aussi les mêmes pressions sur les salaires, j'imagine, ailleurs? Exactement. Puisque les mêmes augmentations, c'est plus, c'est moins, c'est quoi? Vous avez les cadres sociaux, par exemple, vous prenez l'exemple de la Suède, vous avez un accord qui est négocié pendant 3 ans et ensuite les organisations syndicales le respectent, quelles que soient les inflations qui peuvent avoir. Donc les cadres juridiques sont très très différents et pas toujours transposables. Donc on a à peu près toute la palette entre 3 et 10% parce que les taux d'inflation sont aussi différents. La France a un taux d'inflation quand même relativement inférieur à la moyenne européenne aujourd'hui. Donc voilà, il faut prendre en compte la situation de chaque pays pour mettre en œuvre ces négociations. Justement, les coûts d'énergie, j'imagine que ça pèse beaucoup sur votre rentabilité. Tout à fait. Et donc après, ça pèse sur les prix des transports et donc après pour les voyageurs. Mais restons un instant sur votre cas, sur Keolis. Les coûts de l'énergie ont un impact très fort? Oui, c'est un impact très fort. En 2023, l'impact. 2022, on a eu une première forte augmentation. 2023 aussi. Les 3 énergies que nous gérons, donc l'électricité, le gaz et le fuel, ont été concernés. Donc oui, ça va avoir un impact. Et il se trouve que Keolis est très dans l'électrique, puisque nous gérons beaucoup de métros et
et de tram. Hein. En France, on a plus de 10 réseaux de tram. Donc ce sont des réseaux qui sont exigeants en matière d'électricité. Donc oui, on est très fortement impacté et l'énergie représente à peu près 10% de nos coûts, ce qui est significatif quand ils augmentent de 20, 50, 100%, voire plus sur certains coûts. Vous rentrez dans les mailles du plan mis au point par le gouvernement ou pas? Non. Non. C'est drôle parce qu'on a l'impression, quand on pose la question à Bercy, que tout le monde est couvert. Vous êtes la 3e entreprise. Alors votre cas est un peu particulier parce qu'évidemment vous êtes une filiale de la SNCF, enfin une filiale. Non, je crois qu'on est une entreprise. Mais il y a beaucoup, classique. Il y a beaucoup d'entreprises qui rentrent. Oui, d'entreprises classiques qui ne rentrent pas dans les. Non, on ne rentre pas. Alors peut-être que c'est un bouclier qui est plus adapté à des PME et nous, notre taille avec. Oui, plus de 6 milliards de chiffre d'affaires. Oui. Voilà, 6 milliards. On va faire 6 milliards 8 cette année. Mais en effet, non. La plupart des membres de l'UTP ne rentrent pas dans le bouclier. Ou dans les dispositifs d'aide à l'augmentation. Et pourtant, tout ce que vous faites roule soit à l'électricité, soit peut-être pas encore à l'hydrogène. Ça fait partie aussi, c'est pour ça qu'on a, dans le cadre de l'UTP, fait des demandes pour que l'ensemble de nos clients, les autorités organisatrices, soient soutenues parce qu'elles sont elles-mêmes très impactées, puisque en général, très souvent, dans nos contrats, nous avons des clauses qui vont nous conduire à nous retourner vers elles et elles peuvent vers les collectivités. Bien sûr, vers les collectivités locales, des clauses d'indexation et qui ne marchent pas toujours très bien. Donc à la fois on est impacté, ils sont impactés. Et encore une fois, le poste électrique qui joue sur le tram et sur le métro, nous gérons le métro de Rennes, le métro de Lyon, le métro de Lille. Ce sont des métros qui sont consommateurs d'électricité. Donc forcément, un impact sur nos comptes très très significatif. Mais est-ce que, puisque vous nous dites, nous, on va se retourner contre les collectivités locales qui sont nos clients. Oui, bien sûr. Oui, quand nous avons des clauses d'indexation qui nous permettent Enfin, visiblement, pas toujours, mais enfin une grande partie. Dans ce cas-là, vous comprenez la réaction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et présidente de Île-de-France Mobilité, qui dit le pass Navigo, il va augmenter de plus de 12%, ce qui est énorme comme hausse, surtout lorsqu'on voit le résultat. Mais enfin, ça, c'est une autre. On en a déjà parlé. Les transports publics, il n'y a que 2 sources de financement. Hein. Les tarifs ou les taxes, d'une manière ou d'une autre. Donc les tarifs, c'est le pass Navigo, sinon c'est les taxes. On est dans des logiques normalement de décentralisation, donc il devrait y avoir une certaine capacité des collectivités locales à manœuvrer sur leurs impôts, mais ils sont aussi contraints par des textes de loi. Donc il y a le sujet du versement. Il faut s'attendre, parce que là on a beaucoup parlé de la région Île-de-France, il faut dire que la hausse était quand même très significative. Ça va être la même chose ailleurs. Il y a là où vous êtes, à Bordeaux, à Lyon, à Perpignan. Il y a un peu tous les cas, mais il y a en effet d'autres collectivités locales, surtout si elles veulent maintenir ou continuer à investir. Parce que, comme vous le disiez, on veut tous que certains abandonnent leur voiture pour aller vers des transports en commun plus agréables, plus rapides, plus ponctuels. Pour ça, il faut des ressources pour qu'on abandonne la voiture, qu'on n'ait plus ces phases de congestion dans certaines villes, qu'on aide à désenclaver d'autres. Pour ça, il faut investir. Et pour investir, il y a deux solutions, mais travailler sur les tarifs, travailler sur la fiscalité, qu'elle soit fiscalité des entreprises ou fiscalité des particuliers. Et c'est un peu sur ces thèmes-là que les collectivités locales réfléchissent, essayent de trouver le bon équilibre. Oui, équilibre compliqué. En région parisienne, il y a énormément d'investissements qui sont en cours, puisque peu à peu se construisent les lignes du Grand Paris Express, donc vont rentrer à un moment... En retard. En retard, mais elles vont arriver. Donc la ligne 15, 16, 17, 18 sont des nouveaux moyens. Nous avons inauguré pour le compte de Île-de-France Mobilité le nouveau tram qui fait Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain à l'été. Ce sont des moyens offerts qui permettent d'abandonner la voiture et qui permettent de décongestionner. Donc évidemment, ces moyens induisent des surcoûts pour les collectivités locales. C'est le président Macron qui disait qu'il voulait des trams dans toutes les villes de France. Ça vous paraît une bonne idée ou pas? Alors je crois qu'il parlait de TER, plutôt. En tout cas, nous, on est très favorable, évidemment, au renforcement des transports publics. Mais quand justement, il y a des trams, c'est pour ça que vous voyez. Les trams sont vraiment beaucoup plus au centre, dans les centres-villes. Les TER permettent d'aborder de manière plus large les périphéries et d'aller un peu plus loin dans la profondeur des territoires. Donc oui, je pense que c'est une très bonne mesure si les ressources se suivent pour pouvoir les financer. On parlait là du renchérissement des coûts de transport. Chez vous, par exemple,
les coûts de transport ont augmenté de combien si on prend, alors vous allez me dire ça dépend, difficile de faire une moyenne, mais je lisais à Dijon, je sais que ça a été assez compliqué, parce que vous avez remporté beaucoup de villes, donc on va en parler, mais vous allez augmenter de combien, vous? Alors, les tarifs sont de la responsabilité des collectivités locales. Non, parce que c'est vous qui êtes derrière. Enfin, oui, c'est vous qui... Non, c'est vraiment elles qui décident en fonction de leur souhait d'investissement, de l'augmentation de leurs coûts. Nous, les postes qui augmentent, évidemment, notre premier poste, c'est le poste de la conduite et le poste des ressources humaines, puisque 65% de nos coûts sont des coûts de main-d'œuvre. Hein, et puis le deuxième poste, c'est l'énergie. Donc, dans ces deux postes de coûts sont des postes qui augmente fortement en période d'inflation et en période d'explosion des prix de l'énergie. Donc évidemment, nos coûts bougent. Oui. Marianne Gebon, vous avez remporté toujours un débat assez intéressant. C'est un peu comme dans l'eau finalement quand on interroge la directrice générale de Veolia. C'est aussi savoir si ça doit être public, privé. Vous avez remporté, renouvelé votre contrat à Bordeaux. Vous avez à Perpignan le gain du réseau du transport public. Au Mont-Saint-Michel, un peu partout. C'est un débat, savoir qu'est-ce qui doit être public, privé, comment ça s'articule? Non, pas tellement dans le secteur des transports. C'est trop lourd. Beaucoup moins. Et c'est vrai, comme vous le dites, on a eu une année assez exceptionnelle en France, puisque vous avez cité quelques-uns des réseaux. Oui, il y a Valenciennes. On a en effet renouvelé 2 grands contrats. Hein. Keolis est hors du cœur parisien. Nous sommes le leader de tout ce qui est transport urbain, de très loin. Et donc, nous avons regagné Bordeaux et regagné Dijon, qui étaient 2 grands de nos réseaux. Et en effet, nous avons gagné des réseaux sur lesquels nous n'étions pas présents, qui sont Perpignan, Valenciennes, qui sont deux très beaux réseaux aussi, qu'on a commencé à faire fonctionner. Et puis des réseaux plus petits, le Mont-Saint-Michel, pour reprendre un réseau symbolique. C'est pour ça que je le citais. Voilà, un symbolique, mais Senlis, Foix, Sète, Bourgoin-Jallieu, enfin beaucoup de réseaux en France. Donc on en a une très très belle. Et en Île-de-France, où nous étions moins présents que nous le sommes dans le reste du territoire, je mentionnais le T13, et puis la semaine dernière, on a été attributaire d'une grande partie d'autour de Roissy. Donc on va gérer. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a une ouverture de la concurrence qui va se passer pour la RATP notamment, là on sent que les taux se resserrent petit à petit autour de Paris, non? Je me trompe, Marie-Ange Gebon? La Grande Couronne est ouverte à la concurrence, voilà, absolument. Maintenant. Et ensuite, les départements de Paris et puis le 92, 78 vont être ouverts à la concurrence au 1er janvier 2025 pour la partie bus uniquement, hein, pas du tout pour la partie métro. Oui, donc nous, on va être candidat, bien sûr. On est un très gros opérateur de bus en France. On se targue d'être un très bon opérateur de bus et donc, on va répondre aux appels d'offres qui ont commencé, mais qui ne rentreront en fonctionnement qu'en 1er janvier 2025. Oui, mais donc ça veut dire que vous allez rentrer en concurrence frontale avec la RATP. Ah bah, nous sommes déjà, mais enfin, sur certains endroits. Enfin, je veux dire, oui, mais un peu plus... On exploite déjà des trams dans la région parisienne, on exploite du bus, bien sûr, mais plus en effet, on va se rapprocher du cœur parisien et du département 75, oui, de la ville de Paris. Oui, c'est ça, oui. Vous faites comme si vous n'avez pas compris ma question, mais vous l'avez très bien comprise. Mais, non, mais les lots sont ouverts à la concurrence. On a vraiment, encore une fois, un très grand savoir-faire d'opérateurs, dans le bus, mais aussi dans le métro. Hein. Vous disiez qu'on avait des très belles positions sur le métro automatique. En France, on ne le sait pas, mais le premier métro automatique, il a été ouvert à Lille. C'est nous, on va d'ailleurs, en avril, on va fêter ses 40 ans. Donc, c'est le métro automatique, ne se résume pas à la ligne 1 et à la ligne 14, si je puis dire. Il est plus large que ça. Et puis message reçu. on a ouvert le message reçu pour Jean Castex, en l'occurrence. On a aussi ouvert, c'est peu connu, mais la 2e ligne de métro de la métropole de Rennes, en septembre, qui marche remarquablement. La métropole a eu beaucoup de continuité dans son action pour offrir à ses citoyens un réseau de grande qualité. Donc elle a 2 lignes de métro, dont la 2e qui a ouvert en septembre et qui est d'ores et déjà un grand succès. Et à l'international, c'est quoi vos ambitions? Aussi fortes que celles sur le territoire français? Tout à fait.
pour l'année prochaine, nous allons avoir en ligne de mire notamment le métro de Stockholm, qui est aujourd'hui géré par un opérateur asiatique. Et puis, nous avons quelques-uns de nos beaux contrats, comme le tram de Melbourne, qui est le plus long tram au monde, que nous opérons depuis quelques années et qui viendra en renouvellement dans 2 ans et sur lequel on se prépare. Oui, 2022, vous l'avez dit, était une très bonne année. À part, évidemment, le coût de l'énergie, mais qui va être encore plus fort en 2023. Vous pensez remporter ou renouveler autant de contrats en 2023 lorsque vous regardez votre pipeline ? En France, compte tenu de notre position, on est très présent, on est évidemment beaucoup challengé, mais on est très confiant qu'on va continuer. Je crois qu'on démontre aussi notre capacité d'exécution. Là, on n'en a pas beaucoup parlé, et puis ça a été l'objet de beaucoup de critiques sur le pays, mais il se trouve que nous opérons en société commune avec la RATP, le métro de Doha. On a fait une performance opérationnelle exceptionnelle, puisque on a fait monter le réseau de 100 000 passagers jour à 600 000, 700 000, 800 000. Nous sommes montés à 860 000 passagers jour sur plusieurs jours. C'était une grande kermesse dans le métro et dans le tram. On a été énormément félicité par le client, qui est un client extrêmement exigeant. Et tout s'est passé... Qatar Rail, et qui s'est passé avec des taux de ponctualité qui peuvent faire rêver, puisque quand on était bas, on était à 99,9%. Ponctualité, disponibilité, fiabilité, on n'est jamais descendu en dessous de 99,8%. On était très souvent à 100%, donc 29 jours exceptionnels qui ont été démontrés par les équipes. Quand est-ce qu'il y aura des bus à hydrogène ? Parce que peut-être le tramway, je ne pense pas. Non, vous avez mentionné que nous avions regagné le contrat de Dijon. C'est un gros projet à Dijon. Le président de la métropole et ses équipes sont très moteurs sur le sujet. Donc, ils y travaillent avec la construction d'installations, et on va essayer de basculer une partie de la flotte en bus à hydrogène dans le cours de ce contrat. Donc, il y aura des bus à hydrogène à un moment ou un autre. Il y a une petite question là, il faut dire que j'ai un scooter, donc c'est pour ça que je me sens très très concernée sur les amendes, le fait de payer. Et puisque vous parlez de Dijon, j'ai lu un peu les minutes de la réunion où a été décidé le fait de vous de redonner le contrat avec Divia. Il y a une maire qui dit on va matraquer le vilain automobiliste en évoquant le passage de 90 000 à 135 000 amendes grâce à l'action d'un véhicule automatisé. Vous avez aussi des parkings avec EFIA. C'est devenu... parfois, nous, Parisiens, on peut se demander si on ne pense pas que c'est une manière de boucher les trous des finances publiques. Bien sûr que non, lorsqu'on voit le niveau de dette. Mais c'est devenu presque une industrie, non, aujourd'hui ? Les PV. On en est encore très loin, mais c'est vrai que c'est aussi l'appel au civisme, au respect de la voie publique. Sur la voie publique, il y a de plus en plus de vélos, de piétons. Donc les stationnements qui ne respectent pas les règles de stationnement, ça fait partie de la problématique. Il faut apprendre à cohabiter sur cette voie publique. Et la voiture doit montrer l'exemple d'une certaine manière. Donc il n'y a pas de matraquage. Non, il n'y a pas de matraquage. Un tout petit peu. Un peu beaucoup. Non, ça reste une recette vraiment relativement marginale, mais elle a aussi vocation, non pas simplement à être une recette, mais à faire prendre conscience de la nécessité de respecter des règles de vie en commun. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Ange Debon, d'avoir été avec nous. Moi, ce que je retire de cette interview, c'est que, attention, je vais dire ça à Jean Castex, Marie-Ange Debon est prêt à partir à l'assaut de Paris, non ? C'est ça que on peut résumer la stratégie pour 2023, sachant que c'est déjà commencé, hein, non ? On a plein d'autres. La ville de Londres, où on a un réseau, nous plaît aussi beaucoup, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh ben, je vous souhaite, ça sera un joli cadeau de Noël. Joyeuse fête. Merci beaucoup à Marie-Ange Debon d'avoir été avec nous. La présidente du directoire de Keolis et donc de l'UTP. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, François Soral, comme tous les soirs, pour Tech & Co. Vous pouvez évidemment retrouver en replay ou en podcast cette émission. À demain. Good Evening Business. Merci. La grande interview.